Alors voilà le cas d'Albi. Je finis sur le cas d'Albi, où vous voyez que l'iconographie peut nous servir et que l'archéologie, le vestige archéologique ne correspond pas forcément tout à fait à l'iconographie. Et c'est là, en fait, l'intérêt d'associer les deux sources. Alors, l'archéologie préventive à Toulouse, depuis une vingtaine d'années, c'est en fait une quarantaine d'interventions, d'opérations qui ont été, où on a trouvé des vestiges du Moyen-Âge. Je présente simplement les interventions où on a de l'archéologie du Moyen-Âge, il y a de l'archéologie antique aussi bien plus nombreuse, mais quarantaine d'interventions sur une vingtaine d'années, ça fait à peu près 2 interventions par an qui livrent des vestiges archéologiques et pas toujours possible de mettre en valeur. Cette archéologie préventive répond à 3 objectifs principaux qui sont en grande partie ceux de ce séminaire. C'est en premier lieu identifier et gérer le patrimoine, en clair savoir quels sont ces vestiges, parce que c'est un fait de savoir qu'il y en a, mais qu'est-ce que c'est une autre affaire. Deuxième élément, étudier et sauvegarder les données, puisque ce patrimoine est porteur d'informations. Il ne s'agit pas simplement de sauvegarder le patrimoine, mais les informations qu'il porte, et c'est surtout le cas évidemment quand ce n'est pas un monument ou une architecture, mais des choses un peu plus fugaces, comme nous allons le voir. Et enfin, dernier lieu, transmettre les connaissances, évidemment, et pas dans le sens générique de transmettre les connaissances par principe, mais le rôle social aussi que nous avons de communiquer nos résultats, d'en rendre compte à la communauté scientifique, mais aussi à la communauté tout entière. Évidemment, l'archéologue n'est pas seul dans ses missions dévolues également à plusieurs services de l'État. Je ne citerai que quelques-uns, le service régional de l'archéologie, les monuments historiques ou l'inventaire, ou des services de collectivités territoriales, les musées, évidemment, musée archéologique en premier lieu pour nous. Mais l'archéologue, à travers ces 3 objectifs, lui, doit répondre à 3 missions qui lui sont propres, qui collent à la fouille qu'il occupe. Et ces 3 missions, c'est en premier lieu, pour l'archéologie urbaine, évidemment, comprendre les dynamiques urbaines, c'est-à-dire les grands phénomènes qui soutiennent et orientent l'urbanisme. Un site n'est jamais en vie, n'est jamais quelque chose de clos, d'unique, de fermé. Il répond à des principes plus généraux. On pourrait citer la défense, l'organisation de la circulation de l'eau, tous ces dynamiques qui participent du fait urbain et de son évolution et de sa chronologie. Deuxième mission, alors plus dans un niveau en dessous, appréhender les modes de vie, c'est-à-dire, quand on a parlé des dynamiques urbaines, c'est comment la population s'adapte à ces dynamiques. Et pour savoir comment elle s'adapte, comment elle le gère, il faut saisir la façon dont elle vit. Et enfin, percevoir les sociétés humaines, c'est-à-dire comment s'organise la société en fonction des conditions de vie dont je viens de parler. Quelle mentalité émerge de ces informations. Je vais prendre 3 exemples pour évoquer ces principes, ces missions. D'abord sur les dynamiques urbaines. Alors, je ne pouvais pas échapper au château Narbonnais de Toulouse. Alors, c'est le château des comtes de Toulouse pour nos amis étrangers. Le château qui est un monument important du pouvoir à Toulouse, qui a été détruit au milieu du XVIe siècle, et qui participe notamment d'un épisode important pour nous, Toulousains, c'est le rattachement du comté de Toulouse au royaume de France, et après la croisade dite des Albigeois. Et cette croisade, c'est ce que vous avez à gauche. D'après, il y a des chroniques contemporaines qui nous expliquent, qui nous parlent du château de Toulouse. Et vous avez à gauche le plan qui a été interprété d'après ces chroniques. Et ce plan, vous le voyez, donc à partir de sources uniquement écrites,
nous présente un château narbonnais avec un plan assez particulier, mais pourquoi pas. Mais surtout, il nous présente le château narbonnais, vous le voyez, séparé de la ville, en opposition par rapport à la ville. À droite, vous avez le château narbonnais, après les fouilles archéologiques, interprétation toujours, après les fouilles archéologiques du palais de justice, et vous voyez un château comtal qui n'est plus en opposition, puisqu'il est intégré au rempart de la ville, avec tout un système de fossés, de fortifications qui le protègent. Et là, nous avons une perception totalement différente, puisque le château est intégré, participe, même s'il contrôle évidemment l'entrée de la ville, mais il participe. Et là, nouvelle discussion, donc nouvelle perception de la ville, puisque la dynamique du pouvoir, celle de la protection, qui est quand même fondamentale pour une ville médiévale, change du tout au tout. Voici une image de ce fossé de la ville avec ses fortifications de la fin du XIIIe siècle et qui a été possible. Vous avez les parois de béton que vous voyez, c'est le parking du palais de justice et c'est le paradoxe. C'est la création de ce parking qui nous a permis de savoir quelque chose, enfin, sur ce château narbonnais, savoir quelque chose, évidemment, du point de vue archéologique. Deuxième mission, appréhender les modes de vie. Et là, j'évoquerai un sujet que vous connaissez tous, enfin tous ceux qui sortent des poubelles, mais je pense qu'à peu près tout le monde sort ses poubelles, c'est la gestion des déchets, qui est un problème prégnant pour nos sociétés, mais qui est déjà un problème à la fin du XIIIe siècle à Toulouse. C'est ce que vous avez à gauche, c'est ces trous dans la terre, assez informes, et en fait ce sont les poubelles, puisque à partir de la fin du XIIIe siècle, le privé, le particulier, dans sa parcelle, au fond de son jardin, est obligé d'ensevelir ses déchets, de les enterrer. Et cette pratique, c'est une gestion personnalisée, et ce sont aussi des vestiges non conservables. Comment mettre en valeur des trous dans la terre? Et là, vous pouvez chercher, il n'y a aucun texte qui va vous expliquer comment on gère les déchets à la fin du XIIIe siècle, ni de près ni de loin. Donc là, des informations, un patrimoine impossible, ou quasi impossiblement difficile à mettre en valeur, et qui nous informe aussi sur bien d'autres choses. C'est les deux exemples que vous avez avec, une semelle de chaussures évidemment, puisque les ordures, c'est le rêve de tout archéologue. Semelle de chaussures, donc l'habillement, et vous avez un verre à pied, la coupe est cassée, mais le treillis là, avec le filet bleu, c'est un verre à pied. Et là encore, ou avoir des représentations d'un mobilier, d'une vaisselle, concernant une période donnée. J'aurais pu évoquer aussi les régimes alimentaires, puisque dans ces poubelles, on trouve des graines, des noyaux, des os de viande consommée. Tout un élément de notre patrimoine qui participe à notre compréhension.